que ces mesures visent en premier lieu à adapter la production aux possibilités du marché. Ça manque de précision. Comment veut-on utiliser cet article? J'en parle pour dire que l'article, la loi n'est pas très précise. On peut faire un peu ce qu'on veut avec ça. En plus, 2%, c'est beaucoup. Certaines exploitations, notamment fruitières, parce qu'il n'y a pas une modification, c'est un maximum, mais ça veut dire, on sait ce que c'est. Hein? On y va vite au maximum parce qu'on a besoin d'argent pour faire du marketing. Et c'est vrai. Les producteurs de fruits devront payer 4% et ça représente jusqu'à 17% du revenu. C'est trop. Alors, c'est trop. Voilà, alors écoutez, on finira là-dessus parce que vraiment on a déjà dépassé notre temps. Excusez-moi, je suis obligée. Donc vous dites, oui bien sûr, vous dites, en somme, on demande trop, le texte est trop flou et on demande trop aux producteurs avec ce 2%. Les producteurs décideront eux-mêmes, vous appelez de vos voeux, et vous avez 100 fois raison, une responsabilisation de la profession. Nous la mettons en état de l'exercer dès lors qu'elle est bien représentative dans ces organisations, à elle de décider de son sort et à ses membres de décider de ce qu'ils consacreront ou ne consacreront pas à ces efforts de transparence du marché. Tout le monde en appelle. S'il vous plaît, donnons donc les moyens de cette transparence. Mais si l'on se méprend sur la production à faire et qu'on éprouve des difficultés d'écoulement, est-ce que ces contributions de solidarité ne vont pas aller pour aider à financer le manque à gagner des producteurs qui n'arriveraient pas à vendre leur production? Si vous permettez, ça tourne à la consultation personnelle. On continuera ça en dehors de l'émission. Avec plaisir. Je crois que les problèmes de base, la question de principe a été posée par les uns et par les autres, aussi bien autour de cette table que dans le public. Et malheureusement, nous devons conclure. Non sans vous avoir rappelé, mesdames et messieurs, donc les objets soumis à votre vote le 12 mars. Donc un article constitutionnel pour ou contre l'inscription dans la Constitution d'un article garantissant la multifonctionnalité de l'agriculture. On en a longuement parlé. Pour ou contre un arrêté laitier autorisant ou non les producteurs de lait à se vendre et à se louer leur contingent, leur droit de produire du lait. Et puis pour ou contre un article de loi qui introduit des contributions de solidarité obligatoires pour promouvoir les produits agricoles suisses. Voilà donc les 3 questions qui vous seront posées dimanche prochain. Alors, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis, à espérer que nous avons contribué à votre information ainsi qu'à la formation de votre jugement, à souhaiter que vous n'oublierez pas dimanche prochain vos prérogatives de citoyen et à vous souhaiter une excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir et à bientôt. Dans un instant, spécial cinéma, Basic Instinct. Lyon, le plaisir de rugir. Nouveauté des laboratoires Elmex, la brosse à dents de l'avenir. Elmex EcoClick avec tête interchangeable. Tout dans cette brosse scientifique a été optimisé. Les soies arrondies individuellement sous forme de faisceaux en spirale prennent soin de vos gencives, assurent un nettoyage efficace et une élimination radicale de la plaque. Après 6 semaines, vous changez tout simplement la tête et gardez le manche. Pour économiser de l'argent et ménager l'environnement, Elmex EcoClick, la brosse à dents qui a toute sa tête. Aujourd'hui, je suis en veine, je le sens bien. Tournée générale, c'est pour moi. Tirage, madame. 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. Ouais. L'Auto Express, le grand frisson toutes les 5 minutes. La tournée, ça fait 100 francs.
Il existe maintenant un nouveau Palmolive aux lipides naturels qui maintiennent l'hydratation de votre peau. Palmolive Ultra Plus. Petit, efficace et d'un si grand rendement. Il soigne la vaisselle et vos mains. Le nouveau Palmolive Ultra Plus. Vous aimez vivre, vous aimez rire, vous aimez l'orté, c'est tout dire. Chocolat, raisin et noisette, léger, savoureux, ça croquette. Oh yeah. Tout est plus facile quand on rit, c'est l'effet love, c'est réussi. Tout est plus facile, oh yeah. C'est l'effet love. On ne vous décerne pas de médaille quand vous le consolez, ni même parce que vous savez perpétuer les traditions. Alors pour vous qui donnez chaque jour le meilleur de vous-même, voici le meilleur de Gillette. Gillette Sensor Excel. Avec ses 2 lames montées sur ressort, ses lamelles souples qui redressent votre barbe, le gel de rasage Gillette Series pour une incroyable douceur. Sensor Excel, le meilleur des rasages. C'est déjà une récompense de se montrer sous son meilleur visage. Vous savez où faites ce qu'il vous manque? Allez regarder dans le réfrigérateur. Et puis non, c'est pas la peine. Je vais vous le dire ce qu'il vous manque. Il vous manque du lait, de la crème, du beurre, jus de fruits, iced tea, yogourt, muesli, céré, flan, crème, coupe, riolet, crème à café, fromage, mozzarella, mousse, tiramisu, flan, la semoule et des chocodrinks. Des produits émis. Évidemment. Innovation de Margaret Astor. Le rouge à lèvres Care Center. Les liposomes prennent soin de vos lèvres. Margaret Astor, The Beautiful Difference. Pour nettoyer les restes incrustés, vous pouvez employer les grands moyens, pas très pratique, ou alors vous choisissez Sun Micro. Sa nouvelle formule active vient à bout des résidus les plus récalcitrants, même lorsque la vaisselle est très sale. Et tout brille à nouveau de propreté. Utilisez vous aussi Sun Micro et sa formule active qui ménage la vaisselle. Sun, pour une propreté éclatante. Ah, c'est d'en face, ils font de nouveau les fous. Décidément, je les comprendrai jamais. C'est à cause de ce drôle de praliné, tu crois? Suchard Papillon. Drôlement léger, ces pralinés. Suchard Papillon, le choco crisp tellement léger. En tout cas, nous, on va pas changer nos habitudes. On reste fidèles à nos pralinés. N'est-ce pas, Gillette? Le nouveau shampoing Timothée Miel regorge de précieuses substances nutritives pour que vos cheveux resplendissent en souplesse, de beauté naturelle, sain et fort et plein de vitalité. Le doux Timothée Miel nourrit et fortifie vos cheveux. Suchard Papillon, nouveau aussi en tablette. La Toyota Previa. La Toyota Previa existe en 3 versions. En 4x4 également. Et désormais en série spéciale Corfou avec airbag et climatisation. Pour 35 540 francs seulement. TVA comprise. Demain, à bon entendeur, ni fiable, ni efficace, le test anti-pollution. Une enquête choc révèle le scandale. Tu fermes les yeux et fais dodo. Comédie, tel père, telle fille. Marie quitte l'Amérique pour l'Angleterre. Pas du tout happy, ses 3 papas gâteaux viennent faire des vagues dans le porridge. Tabou, Gilda.
Il y a quelques années, elle s'appelait encore Maurice. Envers et contre tous, le jeune homme a décidé de mener jusqu'au bout son désir de devenir femme. Aujourd'hui, Gilda revendique son intégration à la société. La vie en face, l'aventure Playboy. Hugh Hefner, des succès aux angoisses, l'histoire d'une vie marquée par l'amour des femmes et de la fête. À bon entendeur, le scandale du test anti-pollution. Comédie, tel père, telle fille. Tabou, Gilda, c'est très sport. Et la vie en face, l'aventure Playboy, haute comme 3 pommes ou femmes de nerfs, elles éclairent demain la TSR. La télévision suisse romande et H&M présente Spécial Cinéma. Mai 1992, ouverture du Festival de Cannes, le plus grand festival du monde. Vedette de la soirée, Michael Douglas, Sharon Stone, principaux interprètes du film d'ouverture Basic Instinct du cinéaste Paul Verhoeven. Vous voyez ici, vous voyez ici Sharon Stone qui est très contente que Michel Pfeiffer ait refusé le film, refusé le rôle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'horaire de Spécial Cinéma a été exceptionnellement déplacé ce soir par décision de la direction des programmes, car le film que nous avons à vous présenter, Basic Instinct, est un film assez dur, assez violent et susceptible de froisser beaucoup de sensibilité. D'où cet horaire exceptionnel. Alors, c'est vrai que le film est très dur. Et question, mais alors pourquoi le présenter sur l'antenne de votre télévision en première diffusion? Il faut reconnaître que l'on aime le film ou qu'on ne l'aime pas, c'est que ce film a une construction dramaturgique tout à fait exceptionnelle. On peut dire que c'est presque un modèle du polar que nous connaissons bien. Exemplaire avec les 2 personnages principaux, c'est-à-dire Michael Douglas dans le rôle du policier et Sharon Stone dans le rôle de l'écrivain milliardaire, qui vont s'affronter, se frôler, se combattre, essayer de se deviner, de s'auto-analyser pendant toute la durée du film. La dramaturgie exemplaire, c'est de prendre un spectateur par la main, de l'emmener là où l'on veut, en lui indiquant des pistes, des fausses pistes, comme un peu dans un labyrinthe. Et c'est vrai qu'on est plongé dans un labyrinthe avec le doute. On se dit, mais c'est elle, la coupable, c'est lui, le coupable, qui a manipulé celui-ci ou celle-là. Et moi, je vous fais le pari qu'à la fin du film, faites très attention à la fin du film, surtout aux 5 dernières minutes. Je suis sûr qu'à la fin du film, vous allez vous poser la question, mais c'est qui finalement? Et ça a suscité beaucoup de débats à Cannes après la projection du film où chacun avait sa version des faits. Donc, du beau travail au niveau scénaristique, au niveau dramaturgique, au niveau de la psychologie et de l'épaisseur des personnages, mais il n'y a pas de bonheur parfait, et comme je le disais, justement, il y a un mais, et un mais de taille. Je vous en parle le temps d'une respiration. Biomalt, une gorgée de puissance naturelle. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison, un goût raffiné qui charme toujours les invités. Ah, Ferrero Rocher. Magnifique. Excellent. Monsieur, avec Ferrero Rocher, vous nous avez vraiment gâtés. Ferrero Rocher, une expression du bon goût.
Avec Avenue, les nouvelles Casco. Vaudoise Assurance assure votre bien-être. Des chaussures toutes de fraîcheur au tarif printanier. Chez Feugelet, mode chaussures. Il y a Frigor. Et il y a Frigor Noir, le tout nouveau Frigor. Une onctueuse crème d'amande enrobée de fin chocolat noir. Nouveau Frigor Noir. Frigor, le chocolat passion. La télécommunication est l'art de vaincre les distances. Si vous envoyez un message, vous voulez qu'il arrive. Pas n'importe quand. Tout de suite. La distance n'est plus un obstacle. Basic Instinct ce soir, donc en première diffusion, spécial cinéma, film avec signé Paul Verhoeven, et puis avec comme tête de distribution Michael Douglas et Sharon Stone. Je vous disais que c'était un scénario extrêmement bien construit, frôlant presque la perfection, et je vous disais qu'il y avait un mais. Le mais, c'est que ce film comporte vraiment des scènes très dures, et ça je m'adresse à toutes les âmes sensibles. Je m'adresse au public en général pour que vous soyez bien avertis, et ça commence tout de suite après le générique. Et c'est une scène d'une violence extrême, comme il y en a d'ailleurs d'autres dans le film, et l'on peut se demander, et pourquoi ne pas mettre à la première personne, je me suis demandé, était-ce bien nécessaire? Qu'est-ce que ça peut ajouter de plus, alors que ces scènes peuvent être suggérées et non pas présentées d'une façon aussi directe et, disons-le, aussi choquante, hein, il faut le dire. Bon, vous êtes adulte, c'est à vous de choisir, de voir ou de ne pas voir. Ce qu'il faut dire sur l'interprète principal, Michael Douglas, bah, c'est que c'est un malheureux entre nous. Parce que si on prend ses derniers films, dans Harcèlement, il est victime de Demi Moore. Dans Fatal Attraction, il était victime de Glenn Close. Et puis alors, dans Basic Instinct, il n'est pas tout à fait victime de Sharon Stone, mais il passe et il frôle le danger de très près. Ça, c'est une boutade, parce qu'après tout, c'est lui qui choisit ses rôles. Sharon Stone, c'est bien intéressant, parce que Sharon Stone a beaucoup ramé. Comme on dit, il mangeait de la vache enragée avant d'être mise sur orbite internationale et mondiale par ce film Basic Instinct. Ça a fait littéralement décoller sa carrière. C'est pas la première qui est obligée de prendre des risques pour pouvoir justement être reconnue. Ben, c'est fait maintenant. Mademoiselle Stone, dont on dit que le quotient intellectuel est bien au-dessus de la moyenne, a su gérer ce succès, car n'oublions pas que ce film a été présenté en ouverture du plus grand festival du monde, et je peux vous dire qu'à l'époque, ceux qui assistaient à la soirée d'ouverture, certains en sont restés KO sur le fauteuil, hein, je vous le garantis. Bon, ce n'était donc pas rien pour elle. Eh bien, sa carrière marche très bien, on est très content de l'apprendre. Elle a fait un western qui est tout à fait extraordinaire, où habituellement, dans les westerns, c'est le personnage masculin qui est le héros. Là, c'est elle, et ça s'appelle, ce western, The Quick and the Dead. Bonne nouvelle encore pour elle, elle va tourner Casino sous la direction du grand metteur en scène américain Martin Scorsese, avec pour partenaire De Niro. Et puis, ce n'est pas tout, un projet qui est sur le point de se concrétiser, une nouvelle version des Diaboliques de Clouseau, Sharon Stone, et de l'autre côté de l'affiche, devinez, Isabelle Adjani. Ça, c'est de la musique d'avenir. Alors, nous allons écouter ce que nous déclarait Sharon Stone au lendemain de la projection à Cannes, de l'ouverture du festival. Ensuite, à la fin du film, vous verrez une toute petite séquence qui vous montrera quel accueil la salle a réservé à ce film, pour le moins insolite, pour une ouverture de festival. Encore une fois, attention, attention, violent, violent.
Mademoiselle Stone, s'il vous plaît. On a fait un thriller érotique qui est la version à gros budget d'un film noir. Un film noir, c'est un film cru, dangereux, sensuel, profond. Quand ce film coûte des millions de dollars, avec une star comme Michael Douglas et un réalisateur aussi imposant que Paul Verhoeven, vous êtes sûr qu'il y aura polémique. Ça fait de la pub au film. La polémique est venue d'abord d'un groupe appelé la Nation lesbienne, qui est un groupe d'activistes homosexuels. Dans le film, je joue une bisexuelle, donc je représente une minorité rarement présentée au cinéma. Quand un homosexuel est montré au cinéma, comme dans Long Time Companion, c'est accepté et applaudi, car c'est un risque positif. Mais si vous commencez à montrer des minorités au cinéma, on en montrera plusieurs facettes. Un hétérosexuel n'est pas forcément un type bien, un homosexuel n'est pas forcément un type bien. Il se trouve que je joue une méchante et une bisexuelle. C'était un mélange que la Nation lesbienne ne pouvait accepter. Je trouve ça malheureux et très réducteur, parce que le cinéma est un art qui ne doit pas être censuré. Dans un instant, tout va bien, le 13e round. Bonsoir, les grands titres de la soirée, des titres que nous développerons dans TJ Nuit à minuit 40. Tout d'abord, la situation sur le marché international des devises. Devises en folie depuis la chute spectaculaire du dollar. Une situation qui nous concerne tous et que nous étudierons dans TJ Nuit, la place du franc suisse étant plus forte que jamais. Et puis, nous reviendrons sur le sort de la banque Barings de Londres, son rachat par une banque néerlandaise ayant été accepté par la justice britannique. Enfin, l'ouverture à Copenhague d'un sommet mondial sur la pauvreté, sommet de bonne conscience ou des pays riches, volonté de lutter contre ce fléau, c'est la vraie question. Nous y répondrons avant jeudi, date de la fin de ce sommet. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, rendez-vous avec Christian Defaille. Tout va bien, reçoit 2 ténors de la boxe. On se retrouve tout de suite après. Avec Avenue, les nouvelles Casco. Vaudoise Assurance assure votre bien-être. On prépare chaque mariage comme si c'était le nôtre. On fait attention à chaque détail. Les fleurs, les serviettes, les menus, les nappes. Il faut qu'elles soient aussi belles que la robe de la mariée. Je n'oublie jamais que c'est le plus beau jour de la vie. Les tâches, oui, elles sont inévitables. Vin, sauce, chocolat. Comme on ne les lave qu'à la fin du week-end, elles ont tout le temps de sécher et de s'incruster. Jusqu'à présent, aucune des poudres qu'on utilisait n'en venait à bout. Et vous savez, une seule trace sur une nappe de 10 mètres, ça veut dire tout relaver. Maintenant, j'ai découvert ce nouvel Ariel. Ariel Futur. Face à des taches séchées, quand des poudres classiques peuvent laisser des traces, l'action effervescente d'Ariel Futur permet de les enlever plus facilement. Et avec Ariel, les mariages sont toujours de grands mariages en blanc. Le nouvel Ariel Futur, c'est la propreté pure. Si vous croisez Gilda, vous verrez une belle fille, blonde, grande, sexy. Il y a 5 ans pourtant, Gilda s'appelait encore Maurice. Elle me rejoindra ici même mardi pour évoquer son destin de transsexuel. C'est tabou.
Madame, monsieur, bonsoir. C'est le 13e round, le titre de cette édition de Tout va bien. Vous savez, pour ceux qui s'intéressent à la boxe, que maintenant, depuis quelques années, tous les combats, que ce soit des championnats d'Europe et des championnats du monde, sont limités à 12 rounds. 12 rounds de 3 minutes, c'est déjà beaucoup, vous savez, quand on se trouve sur le ring. Alors pourquoi avoir appelé cette émission le 13e round? Eh bien parce qu'après le 12e round, il y a le 13e, et le 13e, eh bien c'est le retour à la vie normale, au quotidien, l'abandon du ring, l'abandon des gants, l'abandon aussi des projecteurs médiatiques, et puis l'oubli aussi souvent de la foule. Alors ce soir, comme c'est la formule dans Tout va bien, nous allons évoquer 2 itinéraires de 2 grands champions qui en sont justement à ce fameux 13e round. L'un l'a accepté pleinement, l'autre, au contraire, a des réticences et voudrait continuer. Je vais vous présenter ces champions tout de suite. Je ne vais pas dire comme les arbitres à ma gauche, à ma droite, mais à ma droite, si justement, eh bien, il y a Enrico Scaccia, qui fut appelé longtemps Rocky. 32 ans, Enrico, il est né à Berne. Il a été le chouchou des foules, on peut le dire, et des médias. 41 victoires, 7 défaites, 3 nuls, 51 combats, arrêt en 1991. En gros, 10 ans de boxe actuellement, Enrico est chauffeur de taxi à Berne. Et il refuse encore, comme je vous le disais, ce 13e round, puisqu'il veut continuer à combattre. À ma gauche, Mauro Martelli, 30 ans. Il va les fêter dans très très peu de temps. Bon anniversaire, Mauro. Alors là, Sandro Briner va le cadrer très serré, parce que vous voyez que le visage est complètement intact. 30 ans, Mauro, le plus jeune champion d'Europe, après le grand Carpentier. Il a été champion d'Europe à 22 ans. Il a défendu son titre 5 fois victorieusement, ce qui est énorme. Je crois que le record absolu, c'est le boxeur italien Dulo Loy, qu'il avait défendu 9 fois. C'est donc un exploit. 38 victoires, 3 défaites, total 41 combats, 7 ans de boxe et parfaite reconversion, puisque maintenant Mauro Martelli eh bien, est représentant ou vend du matériel médical. Il va nous expliquer cette reconversion. Daniel Perrou, bonsoir. Daniel Perrou, bonsoir d'ailleurs à Mauro et à Enrico. Bonsoir. Daniel Perrou, bonsoir. Je vous ai invité parce que vous connaissez bien les 2 hommes. Vous avez organisé pour l'un et pour l'autre des combats. Vous organisez d'ailleurs plein de manifestations sportives. Vous aviez un mandat pour la dernière Coupe Davis qui s'est déroulée il y a quelques semaines. Et puis vous organisez aussi du full contact, du cyclocross ou je ne sais quoi. Enfin, bon, supercross. Supercross. Voilà. Vous les connaissez bien tous les deux et vous pourrez nous donner votre avis. Alors je crois que ces 2 champions, je les remercie tout d'abord d'être ici sur ce plateau. Alors on va commencer peut-être par Mauro. Mauro, comment vivez-vous ce 13e round maintenant que, comme je le disais, les clameurs de la foule, les projets médiatiques pour les uns se sont estompés, les projets se sont éteints, vous êtes redevenu monsieur tout le monde dans la vie, enfin pas tout à fait. D'abord, je l'ai dit, vous êtes représentant matériel médical? Délégué médical. Délégué médical. Alors, vous l'avez voulu, vous, parce que vous auriez pu continuer à combattre. Pourquoi avez-vous décidé d'arrêter? Vous avez disputé, je le rappelle, 2 championnats du monde, mais nous aurons l'occasion d'évoquer tous ces combats. Pourquoi vous avez décidé d'arrêter? Parce que tout d'abord, je me suis prouvé ce que je voulais me prouver, c'est-à-dire que je suis arrivé au sommet, même en fait si le résultat pour moi était positif. Et puis finalement, quand un homme s'est prouvé ce qu'il voulait se prouver, je crois qu'un homme peut aussi faire autre chose que des boxeurs, footballeurs, ou etc. Je crois que le cerveau humain, c'est pas une finalité, et puis qu'on peut faire autre chose. Alors vous aviez publié un livre en son temps qui s'appelle « Penser et gagner », mais c'était à l'impératif, hein, on le verra. Penser et gagner, c'était à l'impératif, si vous disiez aux gens « penser et puis gagner », etc. Alors vous avez gagné et maintenant vous avez pensé qu'il ne fallait pas faire le round de trop. Et puis est-ce qu'il y a le désir qui avait disparu, j'imagine? L'envie. Oui, c'est-à-dire que la passion s'est estompée parce que j'étais un passionné de ce que je faisais. Et puis, j'ai tout mis, tout ce que je pouvais mettre en œuvre, un investissement personnel pendant pas mal de temps. Et ensuite de ça, je crois que je me suis focalisé sur autre chose. Il y a maintenant donc la reconversion qu'il faut aussi s'y prêter aussi, parce que de toute façon, tôt ou tard, elle va y arriver, que ça soit 30, 40 ans. Et puis, il y a aussi ma femme et mes enfants qu'aujourd'hui,
C'est plus important. Que c'est plus important de tout. Alors la reconversion, Daniel Perrou, je parle sur votre contrôle, la reconversion, on ne sait plus quoi, parce que Foreman a 46 ans. 45 ans. 45 ans, vient de reconquérir la couronne suprême, c'est-à-dire champion du monde, toute catégorie. Bon, il est prêcheur aussi. C'est complètement étonnant, ça. C'est complètement étonnant, mais je pense qu'il faut quand même se rendre à l'évidence. La boxe aux États-Unis, c'est autre chose quand même que la boxe chez nous en Europe. Et là, les sommes d'argent en jeu sont absolument astronomiques. Et je crois que l'Amérique souffrait de ne plus avoir un très grand poids lourd, surtout après la mise en prison de Mike Tyson. Qui va sortir. Qui va sortir prochainement. Oui. Et là, je peux vous assurer qu'on va aller vers un combat qui risque de battre tous les autres corps au niveau enjeu en dollars. C'est certainement Tyson Foreman. Foreman aurait tort de l'accepter, mais aurait, je pense, tort de l'accepter. On verra le résultat, mais je pense qu'on va en parler prochainement. Ouais, bah Foreman est prêcheur maintenant, il est devenu prédicateur. Enrico. Alors Enrico, je disais tout à l'heure que, bon, Moreau, lui, a décidé, j'arrête, ça suffit. D'ailleurs, j'ai là la licence... International Boxers Licence, mon accent anglais est toujours aussi bon, c'est la licence de Moreau. Vous, Enrico, vous avez envie de continuer à combattre, à boxer. Alors, pourquoi ne pas arrêter? Lui, il a bien dit, Mauro, quand la passion finisse, alors la boxe va aussi finir. Le feu, quand le feu s'éteint, il a plus l'envie de souffrir, le challenge, comment on dit, le challenge, le défi. De monter sur le ring, il n'est pas là, il n'est plus là, donc ça ne vaut pas la peine de monter. Mais moi, je l'ai dedans, le feu que de nouveau il brûle et j'ai un grand envie de boxer. Bon, Enrico, tous les rapports sont précis. Vous avez eu des problèmes à l'œil, ça va bien maintenant, oui. Cet œil. Bon, et on ne veut pas vous redonner votre licence, considérant que ça serait dangereux pour vous de remonter sur un ring. Oui. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut être raisonnable si c'est votre santé qui est en jeu? Bien sûr, on va être raisonnable. Je vais aller au tribunal le 18 d'avril. Et là, va jouer le rôle. Ma santé, c'est très important, c'est logique. Ben oui. C'est logique. Mais j'ai fait tout bien contrôlé à Rome. À Rome, il y a un centre médical exprès pour les boxeurs. Et j'ai passé 14 contrôles neurologiques et cardiologiques. Tout bien passé. Daniel Perrou, vous pensez que vous connaissez bien Enrico, puisque vous êtes même occupé de lui comme manager, peut-on dire, pendant quelques années. Je crois que tout le monde aime beaucoup Enrico. Est-ce que c'est raisonnable? C'est une question très très dure à répondre, parce que je crois que d'un côté, Enrico a choisi d'être boxeur professionnel. Professionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que dans un certain sens, il devrait pouvoir gagner sa vie aussi à l'aide de ses points. Donc au niveau financier, moi je ne connais pas non plus la situation financière d'Enrico. Donc c'est peut-être une question qu'on peut aussi se poser. Est-ce qu'on a le droit d'interdire à quelqu'un d'exercer son métier? Donc là, je ne peux pas répondre malheureusement. Maintenant, si vous me parlez bien évidemment sur le plan médical, je sais pertinemment qu'Enrico a connu quand même passablement de petits problèmes. Enrico a arrêté momentanément sa carrière quand même sur des défaites. Et là, je pense qu'effectivement, on peut se poser la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal de lui rendre sa licence. On va en parler tout à l'heure, on va revenir sur ce point, Enrico, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, je le sais. Nous allons revoir par fragments, parce qu'on ne peut pas évoquer en 50 minutes d'émission la carrière des deux hommes tout à fait complètement. Nous allons revoir simplement des moments significatifs de leur carrière. On va commencer par Moreau. Moreau, on va se rajeunir un peu. Genève, 25 juin 1987. Vous rencontrez Redondo pour le titre européen que vous allez gagner. Et nous retrouvons l'enthousiasme et la fougue de notre camarade Bertrand Dubout. Mesdames et messieurs, est déclaré vainqueur et champion d'Europe, Mauro Martinez. Mauro, qu'est-ce que ça veut dire, ce titre? Tout simplement parce que je suis conscient de la difficulté des sacrifices qu'il faut faire, et puis j'estime qu'un jour ça s'arrêtera ma carrière et j'ai pas envie de continuer jusqu'à 30, 35 ans, 40 ans de boxer, parce qu'il y a beaucoup trop de sacrifices. Pour moi, ça m'intéresse pas de finir la tête comme un chou-fleur. L'essentiel, c'est de finir un match propre.
pour moi, c'est essentiel de finir enfin, essayer en tout cas sans une marque, parce que je pense que ça fait partie aussi de la boxe. Parce que la boxe, il ne faut pas le voir comme une boucherie, il faut le voir comme un jeu, comme une escrime. Et voilà, et frais comme un gardon. Après ça, non, il était dur le combat? Tous les combats sont durs. Oui. C'est des échelons, c'est des étapes. Et puis, un champion d'Europe, un champion du monde, c'est tout aussi difficile que peut-être le premier combat professionnel. Oui. Là, alors c'est la conquête du titre européen et vous avez 22 ans, donc 22 le ans. plus jeune champion. Après le grand Carpentier, dont on se souvient que ta carrière s'est terminée avec le combat contre Dempsey, si ma mémoire est bonne. Bon, vous allez défendre ce titre européen 5 fois. Nous allons en reparler. Enrico, je voudrais qu'on vienne quand même avec vous sur ce besoin de boxer. D'abord, Daniel Péroux se posait la question, est-ce que vous avez besoin d'argent? Quelle est votre situation maintenant financière? Est-ce qu'il vous reste de l'argent? Est-ce que tout s'est envolé, est parti, comme ça arrive hélas dans beaucoup de carrières de sportifs? Est-ce que c'est pour l'argent que vous voulez remonter? Bien sûr que j'ai aussi des intérêts économiques de boxer, mais surtout parce que j'ai le feu qui brûle, parce que je vois que les performances en entraînement sont mieux qu'avant, parce que j'avais un vide dans mon âme et le vide, il n'est plus là. C'est une nécessité, c'est vraiment... Mais est-ce que ce n'est pas, Enrico, aussi cette envie de continuer à combattre une espèce de revanche sur l'enfance? Bah, en tout cas, oui, mais je suis... le goût du sang, ça me manque. Je dois dire. C'est quand même une chose, c'est un goût qui me fascine. Et oui, continuez, je vous en prie. Et donc j'ai besoin de ça aussi. Mais ce n'est pas aussi la revanche de l'adulte par rapport au petit garçon que vous étiez, qui a été battu beaucoup? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à boxer. Parce que je voyais une revanche dans ça, je voyais une grande carrière, l'argent, l'honneur, etc. Mais donc c'est bien sûr, la boxe c'était ma revanche. Qui vous battait quand vous étiez enfant? Les sœurs au collège ou ma mère. Et ça, les années, tous les combats n'ont pas réussi à gommer tout ça, que ça s'en aille de votre tête? Non, ça c'est pas possible parce que c'est pas logique de vouloir mettre à côté ça avec la violence. La violence ne peut pas éliminer l'autre violence. Le feu brûle toujours. Et vous sentez cette violence en vous, toujours? Oui, quand je fais du sparring, des fois j'ai l'occasion de boxer comme poids lourd, les champions suisses. Là, quand je tape, je sens comme la force sort de mes poings et ça me fait du bien. Mais dans la vie, Enrico, vous n'êtes pas un homme violent dans la vie de tous les jours? Je ne suis plus, j'étais. Vous étiez? Oui. Je tapais les gens parce que s'ils regardaient trop longtemps ma femme, je les tapais. Oui, bah ça arrive dans d'autres circonstances, il n'y a pas besoin d'être boxeur. J'étais violent, oui. Mais ça, non plus maintenant. C'est très fort ce que dit Enrico, cette espèce de goût du sang, Moreau, ça doit vous surprendre, vous, parce que totalement, oui, c'était pas la même motivation, non, vous pas l'avez du dit. tout. Non, pas du tout. Moi, j'ai eu un toit, manger de l'affection, personne ne me tapait. Je veux dire, moi, c'était plus un sport, en fait. Bon, en Suisse, c'est vrai, un petit peu le mouvement familial. Si papa a de l'argent, on fait du golf, du tennis ou du ski. Si papa n'a pas d'argent, on fait du foot, on enfile des gants, ça coûte pas cher. Vous voyez, c'est un petit peu ce traîneau-là, mais c'était pas du tout dans un goût comme ça. Lui, bon, il faut pas généraliser non plus. Il faut aussi prendre des cas par cas. Oui, oui. Puis bon, chacun a ses expériences. Et puis, je trouve que c'est fantastique d'un côté de s'exprimer par rapport à un ring. Toujours mieux que la drogue ou autre, quoi. Oui. Daniel Péroux, vous le connaissez bien, Enrico, puisque je disais vous êtes occupé de lui, c'est très étonnant. Vous aviez senti, vous, cette violence qu'il y avait dans la vie tout court, quoi. Je l'ai ressenti chez Enrico, je l'ai ressenti chez d'autres combattants. Très justement, je ne l'ai jamais ressenti chez Moreau, qui me donnait plus l'impression de vouloir s'amuser sur le ring
que de réellement combattre. Mais je pense que la boxe, ça sert aussi à ça. Il y a beaucoup de gens violents. Je me rappelle une fois Jean-Marc Tenius. Jean-Marc disait « Vaut mieux canaliser la violence sur le ring que dans la rue » parce qu'il défendait son sport qui était le full contact pour lui. Et je crois que c'est une philosophie qui est juste, qui est saine. Il y a des gens violents. Il faut qu'ils puissent s'exprimer. À ce moment-là, je préfère qu'ils viennent s'exprimer sur les rings que dans la rue. Un mot technique en ce qui concerne les deux hommes. Moro, on peut qualifier de styliste et Enrico de puncher. Oui, 100%. Et ça s'est très très bien ressenti tout au long des organisations, au niveau du public aussi. C'était pas le même public pour Moro que pour Enrico. Deux styles totalement opposés. Bien que tous les deux aient à peu près la même science du ring, la même science du noble. Ces deux garçons qui n'ont pas réellement appris la boxe, ces deux garçons qui avaient ça en eux dès le départ. Ils étaient boxeurs, on a vu, ils étaient encore amateurs, c'était de très très bons boxeurs, mais avec peut-être la rage de vaincre, peut-être l'envie de faire mal beaucoup plus poussée chez Enrico que chez Moro. Nous allons retrouver maintenant Enrico dans sa vie quotidienne, celle d'aujourd'hui à Berne. C'est un reportage, un extrait de reportage que nous avons emprunté à nos amis de Viva. Mais t'es pas Enrico Scacchia, toi? Oui, c'est moi. T'as arrêté la boxe? Non, je pas arrêté la boxe. J'ai fait une pause, j'ai arrêté un petit peu. J'étais vidé, fatigué. Je m'entraîne toujours, je suis en pleine forme. Je vais rentrer bientôt. Mais c'est vrai, tu voulais être champion du monde? Oui, j'avais un rêve. J'avais un rêve américain, je peux dire. Comme italien en Suisse, pour moi c'était très dur à l'époque, comme enfant. Et j'ai commencé à me bagarrer. Et là, j'ai vu que j'avais du talent. Il y avait beaucoup de boxeurs italo-américains, Rocky Marciano, Rocky Graziano, Rocky Castellano, tous des Rocky, bien sûr, italiens. Et ça m'a très motivé de faire comme eux, la revanche. Pourquoi tu fais le taxi maintenant? J'ai obligé, j'ai tout perdu. Maison, voiture, argent. J'ai tout perdu et je suis obligé à travailler, à faire un boulot. Le taxi, oui, pour survivre.